nous retrouvons donc en direct ici au Web Institute à Paris, en direct dans cette grande journée qui est loin d'être terminée. Nous allons nous atteler à une nouvelle question, un nouveau questionnement que nous allons investiguer tous ensemble. Pourquoi former des citoyens engagés ? On va questionner la notion d'engagement, la notion de citoyenneté, d'implication. Et à travers ce questionnement, finalement, c'est peut-être la formation du citoyen acteur que nous explorerons. À quoi cela sert-il d'avoir des citoyens éclairés ? Faut-il s'engager pour former des citoyens engagés ? Quel est le rôle des partenariats dans les organisations, avec des organisations qui apportent chacune leur complémentarité vis-à-vis de l'enseignement ? C'est large et ce n'est pas du tout restrictif, évidemment, les quelques mots-clés que je viens de poser. Alors avec nous pour explorer cette question, Pia Benguigui, présidente du RESES. Bonjour Pia. Bonjour. Sylvain Mondon, chef du département des missions institutionnelles à Météo France et chercheur associé au CNAM LIRSA. Bonjour Sylvain. Bonjour Éloi. Alice Pégorier. Alice, vous êtes représentante du collectif Pour un réveil écologique. Bonjour Éloi. Christian Depertuis, professeur d'économie à l'Université Paris-Dauphine, fondateur de la chaire Économie du climat. Bonjour. Et Guillaume de Smet, président de la commission changement climatique d'entreprise pour l'environnement et député vice-président Sustainability du groupe Air Liquide. Bonjour. Directeur du développement durable. Directeur du développement durable, adjoint. Adjoint. Alors, on va démarrer, une fois n'est pas coutume, par une question que je pose sur la table et que vous allez vous en emparer, mais vous en emparez en quelques secondes, évidemment, c'est le jeu. Enfin, en quelques secondes, en quelques mots. C'est quoi être engagé ? Christian Depertuis, c'est quoi être engagé ? Être engagé, pour moi, c'est conduire des actions au nom de valeurs qu'on a choisies ou qu'on a rejoints. Mais j'insiste sur des actions. Alice Pégorier ? Je crois que ça rejoint ce que dit Christian Depertuis, et vu que c'est mon professeur à Dauphine cette année, c'est pas forcément étonnant. Mais en tout Excellente cas, étudiante. C'est passer effectivement d'une idée ou de plusieurs idées à une action concrète et surtout être convaincu et impliqué. Et ça peut se faire tout seul, mais aussi avec plusieurs personnes. Et finalement, c'est un peu l'essence du collectif Pour un réveil écologique. Je ne sais pas si on avait eu une bonne idée de les mettre côte à côte, mais on va jouer comme ça. Sylvain Mondon, c'est quoi être engagé pour vous ? Engagé pour moi, c'est mobiliser ses capacités à influencer l'action. C'est influencer l'action en fait, et dans une finalité vertueuse dans notre cas, hein, qui est la transition climatique. Guillaume de Smet ? Pour moi, je vais rejoindre un petit peu ce que disait Christian. Je n'ai pas été son étudiant, mais c'est agir dans une direction qui est conforme à nos valeurs, en fait. C'est-à-dire avec un objectif très clair. Pia, c'est quoi être engagé ? Pour moi, être engagé en une phrase, c'est avoir conscience des impasses à la fois écologiques, sociales et démocratiques dans lesquelles notre société est et agir en conséquence de ça, que ce soit au niveau individuel ou au niveau collectif. Merci Pia. Alors Sylvain Mondon, le thème de ce débat, de ce dialogue que nous avons, pourquoi former des citoyens engagés ? Moi, je peux le tourner autrement. Pourquoi a-t-on besoin de citoyens engagés, Sylvain Mondon ? Eh bien, on a besoin de situations engagées parce que, comme nous le rappelle le GIEC dans sa publication de 2018, hein, le rapport spécial 1.5, qui résulte d'une commande de la COP21, hein, lorsque les parties sont réunies pour trouver des nouvelles solutions aux enjeux climatiques. La demande qui a été faite au GIEC à ce moment-là, c'est d'objectiver le défi qui s'offre à nous, le défi qui est devant nous, et le GIEC a été parfaitement clair dans ce rapport de 2018 qui a été cité ce matin donc par Valérie Masson-Delmotte et Jean Jouzel. Et le défi qui s'offre à nous pour les 2-3 prochaines décennies au maximum, hein, c'est d'aller vers une décarbonation des activités humaines, d'aller vers ce qu'on appelle la transition climatique comme composante de la transition écologique, comme composante du développement durable. Et donc, cette décarbonation des activités humaines, pourquoi c'est un défi ? Tout simplement parce que la courbe des émissions de gaz à effet de serre continue d'augmenter et il faut inverser la pente, et non seulement inverser la pente, mais arriver à une neutralité carbone d'ici 2050 si on veut maîtriser l'évolution du climat à 1,5 degré au-dessus de l'époque pré-industrielle. Donc ça, c'est la conclusion du GIEC, c'est l'ampleur du défi. Ça peut paraître vertigineux, comme disait David Wilgenbus tout à l'heure, mais il faut pas avoir peur de ça. Au contraire, on a besoin de citoyens engagés, justement pour pas avoir peur de cette pente vertigineuse et pour relever le défi et engager cette transition climatique dans des bonnes circonstances et
avoir une trajectoire de développement bas carbone qui va vers la neutralité à échéance 2050. Merci Sylvain Mondon. Guillaume de Smet, je me tourne vers vous. EPE, Entreprise pour l'Environnement, a publié une étude il y a quelques temps, c'est assez récent, avec des sociotypes pour qu'on arrive à y voir clair dans le mot-clé citoyen. Parce que ce n'est pas uniforme, cette notion de citoyen n'est pas uniforme. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur les différents sociotypes du citoyen ? Alors effectivement, EPE, alors suite exactement à ce qui vient d'être dit, ce que Sylvain Mondon vient de dire, suite au rapport spécial du GIEC qui a indiqué que l'objectif commun devait être la neutralité milieu du siècle, en fait, 2050. EPE a publié une étude en 2019, ZEN 2050, donc zéro émission nette 2050, qui identifie 3 grands types d'acteurs. Donc 2 qui sont relativement bien connus et bien traités dans la plupart des publications, qui sont les gouvernements d'une part pour édicter les cadres politiques et réglementaires permettant la décarbonation, les entreprises, en particulier les entreprises industrielles qui amènent en fait, qui doivent transformer leurs procédés et leurs produits, et le citoyen. Et effectivement, en prenant acte du fait que le citoyen a un rôle clé à jouer, doit être un acteur de la transformation et pas juste passif en attendant que les choses se passent à l'extérieur. Et donc l'étude, alors je ne vais pas reprendre tous les sociotypes, mais c'est de regarder un petit peu comment est-ce que les modes de vie vont être amenés à évoluer entre aujourd'hui et 2050, tout en conservant un niveau de vie plus que correct, voire très confortable, le même niveau de vie dans les pays comme le nôtre, et permettre aux autres pays, alors l'étude n'a pas été jusqu'à regarder précisément dans les autres pays, mais c'est un des enjeux aussi de la transition juste, c'est-à-dire de s'assurer que les pays en voie de développement atteignent des niveaux de standards de vie tout à fait corrects, et que la transition, pour être acceptable par les populations, ne doit pas dégrader les conditions de vie. Néanmoins, elle nécessite des changements assez profonds de comportement, et donc c'est ça qui est étudié. Ça peut passer par des réseaux courts, par des modifications de la manière dont on envisage la mobilité, par exemple, et ça va jusqu'à la manière dont on habite et la manière dont on travaille. Je crois que la crise du Covid, là, qu'on connaît depuis un peu plus d'1 an, montre qu'en fait, on est capable de transformer les pratiques, par exemple, de travail, de télétravail, d'une certaine manière. Donc c'est un peu ça que l'étude d'EPE analyse à travers un certain nombre de sociotypes pour regarder comment est-ce qu'on peut modifier les comportements. Et c'est du coup l'un des enjeux, l'un des grands défis qui se posent, parce que l'engagement vers la transition ne concerne pas seulement un des sociotypes, mais tout le monde, évidemment. Donc ça, c'est pas évident. Pierre Benguigui, je me tourne vers vous sur cette notion de citoyenneté. Comment, vous, au RESES, vous la percevez de la part des étudiants ? Déjà, je ne saurais pas parler au nom de tous les étudiants, même si, en Oui. effet, je représente donc un réseau de 140 environ associations étudiantes engagées sur ces enjeux-là. Mais je dirais, selon nous, ce qu'on voit sur le terrain, et aussi selon une consultation qu'on a menée en 2020 qui a interrogé 50 000 étudiants sur les enjeux de société au prisme des enjeux environnementaux, ce qui est évident, c'est que les enjeux environnementaux et les enjeux de citoyenneté aussi préoccupent massivement les étudiants et qui sont engagés sur ces enjeux-là au niveau individuel, au niveau collectif aussi. Donc il y a une vraie prise de conscience, je pense, de la crise écologique et aussi de l'urgence qui est à agir. Et par rapport à ça, il y a des grandes attentes de la part des étudiants, en plus aussi des actions qui sont mises en place. Merci Pia. Christian de Pertuis, vous, quand on a échangé avant, en amont de cette journée, vous me disiez, oui, d'accord, mais pourquoi former des citoyens engagés ? Ça vous a plongé dans un grand questionnement, et on a tourné un petit peu la question autour du rôle de pédagogue que vous avez à cœur d'être. Et la question, c'était, faut-il former des citoyens engagés ? Oui, alors, la discussion qu'on a eue m'a fait beaucoup réfléchir, et je vais vous répondre sur la notion d'engagement de la façon suivante. Quand j'examine les retours de mes étudiants, de mes anciens étudiants, moi ça fait un peu plus de 15 ans que j'enseigne sur l'économie du changement climatique, je vois qu'au fond, il y a une multiplicité d'engagements possibles de la part d'anciens étudiants. Je donne quelques exemples. Des étudiants, par exemple, 2 étudiants d'Afrique de l'Ouest qui, au terme de leur doctorat, choisissent de ne pas rester faire de la recherche en Europe, mais d'aller créer des entreprises qui font de l'énergie renouvelable.
dans des conditions assez compliquées, il faut reconnaître. Autre exemple, des étudiants qui choisissent délibérément de ne pas répondre aux offres les plus attractives financièrement, par exemple dans des banques ou des grandes compagnies énergétiques, mais qui vont rejoindre des postes dans des ONG ou des postes dans de la recherche parapublique, qui, on le sait tous, malheureusement, est nettement sous-payé par rapport au secteur privé. Je dis ça en toute amitié avec notre ami de Air Liquide, naturellement. Donc, je donne aussi un exemple qui m'a beaucoup frappé. D'un étudiant qui pouvait effectivement avoir un très beau poste et qui a choisi d'aller dans une association qui s'occupe des personnes déshéritées et qui, via cet engagement sur les personnes déshéritées... Bon, et puis, il y a aussi naturellement un certain nombre d'anciens étudiants qui choisissent des engagements plus militants, plus politiques. Donc, pour moi, le point qui me paraît absolument essentiel dans mon métier de pédagogue, c'est que je n'ai pas à dire ou à faire le moindre prosélytisme vis-à-vis de mes étudiants sur le type d'engagement qu'ils doivent avoir. Mon rôle de pédagogue, c'est d'essayer, dans la mesure de mes capacités, de les éclairer sur les questions liées au changement climatique, à la perte de la biodiversité et les moyens d'action économique et politique pour contrer cette menace. Et comme l'a dit évidemment Sylvain Mondon, on sait bien que pour y parvenir, il faut aligner un certain nombre de comportements et d'actions dans la société. Alice Pégorier, question piège, c'est vrai ce qu'il dit? Il vous dit pas engagez-vous, engagez-vous? Je confirme. C'est bien. Alice, je voudrais juste qu'on fasse un petit mot sur pour un réveil écologique. C'est quoi, pourquoi, comment, où? Pour un réveil écologique, c'est un collectif d'étudiants qui s'est formé en fait suite au manifeste étudiant pour un réveil écologique. Ce manifeste, il a été signé par plus de 30 000 étudiants de 400 établissements de toute la France. Et finalement, aujourd'hui, c'est un collectif qui tend et qui propose des outils très concrets. Des outils, d'une part, pour mobiliser en fait, les étudiants et les aider à se mobiliser au sein de leurs universités et écoles. Et d'autre part, aider les jeunes diplômés aussi à choisir une entreprise qui est engagée à un niveau plus ou moins ambitieux, mais en tout cas qu'ils aient conscience de ça et qu'ils aient conscience de l'engagement et de la stratégie notamment environnementale des grandes entreprises, quel que soit son choix. Et donc ça passe par des outils très concrets, donc par exemple le guide anti-greenwashing. Ça a été une des premières actions, outils concrets qu'on a proposés. Ça permet d'avoir une lecture en amont de son entretien, de pouvoir se renseigner, comment se poser les questions et comment trouver les informations, parce que c'est pas toujours évident. Le collectif pour un réveil écologique, c'est aussi un dialogue avec les entreprises. Ce dialogue, il s'est fait avec un questionnaire envoyé à plein d'entreprises différentes. 57 nous ont répondu, dont d'ailleurs beaucoup du CAC 40. Et aujourd'hui, on analyse ces données récoltées grâce à ce questionnaire, et on crée des tables rondes et des rapports sectoriels. Donc c'est un rapport d'étude sur les avancées du secteur du luxe ou non, d'ailleurs, sur ces questions environnementales, sur la grande distribution, l'automobile, la finance. Et donc c'est vraiment ça. Et un dernier outil, en tout cas une dernière action qui est très concrète et dont on est assez fiers parce qu'en fait, on a réussi à rassembler des collectifs de salariés engagés en interne dans leur entreprise. Et ça, c'est quelque chose qui est important parce qu'en fait, le terrain, c'est aussi la base de toute réflexion, en tout cas à mon sens. Et finalement, ces salariés étaient engagés, ne se connaissaient pas, n'avaient pas connaissance en fait de leur existence mutuelle. Et donc, créer ce collectif, qui s'appelle d'ailleurs les collectifs, tout simplement, ça leur a permis de se partager les bonnes pratiques et surtout de faire corps et être plus forts, forcément, en étant rassemblés. Et aussi de pouvoir montrer qu'à certaines personnes qui sont en train de travailler dans leur entreprise et qui ne veulent pas ou ne peuvent pas changer forcément d'entreprise, finalement, elles peuvent s'engager quand même dans ces sujets et aller bouger un peu le cocotier, si je peux dire ça comme ça, de leur top management sur ces sujets. Top management, COMEX, on est sur le CAC 40 là. Est-ce que vous avez des actions, vous menez des actions aussi chez les ETI, TPE, PME ?
C'est une très bonne question parce que c'est effectivement la suite qui arrive. On est en dialogue justement et on va être en dialogue avec ces patrons d'entreprises qui ont d'ailleurs pas forcément les métiers ou en tout cas des personnes dédiées pour traiter ces questions-là. Et donc c'est encore plus fort parce que justement c'est les intégrer directement à leur modèle d'affaires, à leur modèle d'entreprise. Et à ce moment-là, finalement, c'est là où il y a la racine et c'est là où on peut vraiment changer les choses quand c'est intégré au modèle en entier. Et alors vous avez un levier assez intéressant, c'est au niveau de la marque employeur finalement. Vous êtes une génération qui peut choisir, son emploi, son avenir, mais finalement vous n'allez pas choisir n'importe quoi. Et c'est ça que vous dites aux grandes entreprises. Oui, exactement, c'est ça qu'on leur dit. C'est grâce à ça qu'aussi on a réussi à se faire entendre, à faire pression. C'est grâce à ça qu'aujourd'hui, ces analyses sectorielles qu'on fait, parce que ces sujets de fond, ça nous sert aussi à monter toujours en compétence sur ce sujet-là. Et en fait, grâce à ça, on va avoir des vrais outils, des vraies mesures. Et surtout, on va pouvoir aider à mobiliser les étudiants là-dessus, mais aussi ceux qui sont déjà jeunes diplômés et déjà dans les entreprises qu'on aide à se transformer. Donc oui, on a la chance de pouvoir choisir, il faut choisir bien. Et en même temps, si on veut choisir d'aller travailler en banque, comment on fait pour choisir d'aller travailler en banque avec des outils concrets pour aller challenger ses futurs patrons, ses futurs directeurs et ne pas en avoir peur? Parce que être jeune, c'est aussi avoir cette chance de pouvoir le faire. Et pas forcément avoir la pression de 20 ans de carrière aussi, donc il faut y aller. Guillaume de Smet, vous, c'est quelque chose qui vous parle forcément, cette notion de marque employeur, cette notion assez nouvelle que les étudiants maintenant peuvent aussi agir sur des leviers. Vous les intégrez de quelle manière dans vos stratégies ? Alors très clairement, on le voit très clairement en entretien. Moi, je vois de très près, puisque en tant que directeur développement durable adjoint, je vois passer un certain nombre de demandes d'emploi, de stages, etc. Et on voit que c'est vraiment des sujets qui intéressent beaucoup les jeunes diplômés. Chez nous, en fait, alors, il se trouve qu'on a annoncé fin mars notre stratégie climatique qui participe en fait de l'attractivité de la société. On était déjà très connus pour nos activités en lien avec le développement de l'hydrogène et du biométhane, par exemple. Là, on a annoncé en fait une stratégie de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre, donc moins 33% en 2035, la neutralité 2050. Et effectivement, c'est intégré dans les pratiques de ressources humaines d'embauche. Alors, avec un point aussi que je tiens à souligner, c'est que pour nous, on l'intègre non seulement pour la marque employeur, pour les jeunes diplômés, mais plus généralement de manière inclusive pour les employés en interne dans la société, parce que c'est aussi extrêmement important. Nous, on a 64 400 collaborateurs dans 78 pays, et ce sont des sujets qui nous remontent en fait exactement ce que vous décriviez, hein, c'est-à-dire de réseaux plus ou moins formalisés de gens pour lesquels la transition écologique est importante. Alors on a un tout petit peu formalisé en faisant bien attention de laisser la liberté d'action. On a un réseau qu'on appelle Climate Ambassador, en fait, qui sont des gens dans les différentes entités opérationnelles, qui sont les relais, qui développent des initiatives et sur lesquelles on peut s'appuyer quand on veut essayer de comprendre comment on peut agir localement. Puisqu'en fait, c'est toujours dans un dialogue entre une vision et une stratégie assez globale. Typiquement, la stratégie de neutralité, c'est une volonté de baisser massivement nos émissions de CO2 au niveau du groupe pour toutes nos activités. Mais ensuite, ça se décline en plans d'action qui nécessairement doivent être déclinés au niveau des pays ou au niveau des différentes régions et des différentes entités qui opèrent. Donc pour nous, c'est très important et totalement intégré en fait, à notre stratégie globale. Le citoyen étant aussi un collaborateur de l'entreprise. Et donc c'est aussi un acteur du changement en interne ? Alors, le citoyen est effectivement un collaborateur de l'entreprise et de ce point de vue-là, participe à transformer l'entreprise, à transformer les activités. Et alors là, il y a un point qui est pour moi extrêmement important, c'est-à-dire qu'il y a toute la partie transformation des activités professionnelles qui est très visible, qui est par exemple le passage d'activités très liées aux énergies fossiles à des énergies, par exemple les énergies renouvelables, mais il y a plus généralement la transformation de toutes les pratiques de l'entreprise, que ce soit au niveau de la finance, des RH, etc. Tous les services de l'entreprise vont être amenés à se transformer du fait de la transformation des activités de l'entreprise, de ses actifs industriels pour une entreprise comme la nôtre. Donc on ne va pas opérer les mêmes usines qu'aujourd'hui. Demain, on ne va pas opérer les mêmes usines qu'aujourd'hui. Et les clients qu'on va servir ne vont pas nécessairement avoir les mêmes demandes. Donc il y a toute cette formation de la transformation en entreprise. Typiquement, suite à nos annonces
d'ambition de neutralité carbone et d'objectifs de baisse des émissions de CO2, on a en parallèle lancé un grand programme qu'on appelle d'engagement d'entreprise. Aujourd'hui, le niveau, disons 1, a touché plus de 24 000 collaborateurs, et le niveau 2, qui consiste en des formations beaucoup plus pointues sur la transition énergétique, le changement climatique, les bases scientifiques et l'impact sur l'entreprise et la trajectoire et les leviers concrets que l'entreprise entend mobiliser pour se transformer, qui aujourd'hui a touché, alors là, à l'heure où je vous parle, en fait, il y a une session, donc on doit être à 900 personnes formées au sein de l'entreprise. D'accord. Christian Depertuis, vous, il y a une clé d'entrée dans l'entreprise, c'est de lui parler de son échelle aussi, enfin de remettre les grands enjeux à son échelle. Une entreprise qui a des impacts locaux, parlons-lui des impacts locaux, c'est ce que vous défendez aussi. Je ne sais pas très bien ce que je défends. Ce que je peux vous dire, c'est que si je prends l'entreprise Dauphine, puisque une université, c'est aussi une forme d'entreprise, moi, j'ai conduit deux activités tout à fait particulières par rapport au personnel de Dauphine. La première, elle concerne un truc parfaitement incroyable, c'est l'isolation thermique des bâtiments de Dauphine. Puisque depuis 15 ans, chaque fois qu'il commence à faire froid dans la cour, moi j'enseigne au 5e étage, je suis obligé d'ouvrir les fenêtres. Parce qu'il n'y a aucune isolation thermique dans cette université. Et donc j'ai essayé à plusieurs reprises de construire un projet de rénovation thermique en commençant par des choses assez simples, de mettre des thermostats, si vous voulez. Et j'ai même proposé un système de crédit carbone qui aurait fait que l'entreprise, non seulement ça ne lui aurait pas coûté, mais ça lui aurait rapporté. Et je n'ai pas réussi. Et pourquoi je n'ai pas réussi? Parce que en réalité, si l'entreprise fait des économies sur ce poste-là, elle ne peut pas récupérer l'argent pour faire ce qu'elle voudrait, c'est-à-dire augmenter, par exemple, le personnel, l'enseignement ou des choses comme ça. Donc ça, c'est un premier exemple. Pas une pleine réussite, mais une tentative. On a un peu mieux fait sur le traitement des déchets. Et puis, l'autre point qui rejoint assez directement la question, je crois, c'est que les profs dans une fac considèrent que, en gros, la fac, c'est à eux. C'est un peu comme un hôpital avec les médecins. Bon. Mais il y a beaucoup plus de personnel non enseignant dans une fac que personnel. Et donc, j'ai eu la chance, avec le service du personnel, de faire une conférence sur les enjeux du changement climatique à destination du personnel. Tout personnel confondu. J'ai eu pratiquement aucun collègue professeur, mais beaucoup de salariés de l'entreprise. Et j'ai vu à ce moment-là combien la question du climat méritait d'être posée vraiment au niveau concret de la façon dont les gens viennent au travail, communiquent entre eux, utilisent les moyens informatiques, les moyens de chauffage, etc. Et surtout, ce qui m'a frappé, c'est que le lien entre leur activité et l'échelle globale n'est pas fait. Et donc, moi, si j'ai une petite compétence, elle pourra en témoigner, j'espère, en tant qu'ancienne étudiante, c'est de faire le lien entre, justement, ce plan global, la neutralité carbone globale, dont on parle tous, et puis, concrètement, qu'est-ce que je peux faire dans mon entreprise pour faire bouger un peu les frontières, faire en sorte que, peut-être à la rentrée prochaine, je puisse faire mon cours au mois de novembre et en décembre sans ouvrir la fenêtre. Pierre Benguigui, juste un mot peut-être pour resituer aussi le RESES. Alors on connaissait le RESES avant, mais il s'appelait le REFED. Le RESES en 2-3 mots, qu'est-ce que c'est, pourquoi ? Le RESES en 2-3 mots, donc en effet c'est le nouveau nom du REFED et c'est le réseau étudiant pour une société écologique et solidaire. On est une association qui regroupe environ 140 associations étudiantes qui agissent sur les enjeux environnementaux et les enjeux de solidarité sur leur campus directement. On a 2 objectifs principaux qui sont d'un côté d'arriver à 100% d'étudiants formés et engagés sur les enjeux écologiques et solidaires et de l'autre côté 100% de campus durables dans leur partenariat, dans leur fonctionnement, etc. Alors j'ai devant moi quelques chiffres clés qu'on peut retrouver dans le programme, la brochure de cette journée, donc en ligne sur le site Météo Climat.
69% des étudiants qui ne suivent pas une formation liée à l'environnement entendent très peu, voire pas du tout, parler de ces enjeux dans leur formation. C'est un chiffre qui peut inquiéter. Mais 69% souhaitent être davantage formés aux enjeux environnementaux. Vous, typiquement, vous agissez sur ça, sur la formation tous azimuts, autour de ces enjeux. C'est ça, on a forcément un axe de la formation des étudiants, même si la formation du secondaire et la formation continue sont aussi des enjeux extrêmement importants. Et en effet, le constat qu'on fait, et qu'on n'est évidemment pas les seuls à faire, et que de nombreux acteurs qui se penchent sur ces questions font, c'est qu'aujourd'hui, en tant qu'étudiant, on n'est largement pas assez formé sur ces enjeux-là, que ce soit en formation initiale et tout simplement comprendre ce que c'est la crise écologique, la crise de la biodiversité qu'on traverse, mais aussi derrière dans nos filières et dans la formation qu'on a au métier qu'on va faire. Pareil, c'est pas intégré, on le voit derrière dans les métiers qui non plus n'intègrent pas assez les enjeux environnementaux. Donc en effet, on fait d'un côté le constat que c'est pas assez enseigné, et les étudiants eux-mêmes sont en demande et en attente de beaucoup plus de formation là-dessus pour pouvoir être prêts et prêtes à agir dans un monde qui change et qui va changer. Alors il y a un autre chiffre aussi qui m'interpelle. Sur les étudiants, 70%, pour 70% des étudiants, l'impact environnemental d'une organisation est un critère pour la recherche d'emploi. Ça, est-ce que c'est parce que je suis déphasé par rapport à ça, ou est-ce que c'est vraiment un chiffre réel? Vous le constatez, vous? Oui, bah, c'est vraiment un chiffre donc, qui est ressorti de cette enquête auprès de 50 000 étudiants et étudiantes, donc qui quand même s'est voulu assez représentative. On a aussi redressé les résultats pour que ça puisse être représentatif de la population étudiante. Après, les 70%, c'est un critère parmi d'autres, c'est pas forcément le seul critère, le critère déterminant, et ça dépend aussi évidemment de la situation des étudiants, et il y en a qui peuvent juste pas se permettre de refuser des offres d'emploi et qui ont besoin d'un travail. Donc c'est pas le seul critère et l'unique critère, mais en effet, c'est une vraie attente de la part des étudiants, et c'est ce qu'on retrouve dans les autres chiffres, parce qu'on est massivement inquiet ou angoissé par rapport au changement climatique, et donc forcément, on veut faire des métiers qui intègrent ces enjeux et qui répondent à cette urgence-là. Bon, il y a quand même aussi un super chiffre. 1% des étudiants pensent que les dirigeants d'entreprises prennent très bien en compte les enjeux environnementaux dans leurs décisions. 1%, c'est déjà ça. On va pas... c'est bien déjà. Oui, c'est déjà ça. Et c'est vrai que ça a contrebalancé avec les plus de 90% qui pensent que les enjeux environnementaux sont insuffisamment pris en compte au sein des entreprises, qui, là encore, est peu étonnant, et qui rejoint aussi le côté politique où, pareil, plus de 90% des étudiants, selon notre consultation, pensent que les enjeux environnementaux sont insuffisamment pris en compte dans les décisions des dirigeants politiques. Alors j'imagine que, et ça c'est quelque chose qu'on a vu aussi tout au long de cette journée, l'union fait la force du collectif, la force de l'intelligence ensemble. Le RESES pour un réveil écologique, et puis toutes les autres organisations, vous travaillez entre vous, vous vous mettez d'accord sur des champs d'intervention pour faire peut-être pression. Comment vous travaillez ensemble? Qui veut? Alice peut-être d'abord, Pia ensuite? Oui, on travaille ensemble, et heureusement d'ailleurs, parce que comme ça on est quand même plus fort. On travaille entre associations, bien évidemment, avec d'autres ONG. On travaille aussi avec, on va dire, d'autres coalitions d'entreprises, avec des ministères. Donc c'est vraiment très large. On n'est pas toujours d'accord, voire parfois souvent, mais en tout cas, il y a des exemples concrets qui montrent quand même cette coopération. Il y a eu le MOOC C3D qui est sorti là très récemment, et d'ailleurs, il y a le super communiqué de presse qui sort la semaine prochaine. Le MOOC C3D, c'est le parfait exemple de ça. Ça a été coporté par Point Éveil Écologique et le C3D. Mais il y a aussi d'autres acteurs qui ont travaillé, comme l'ADEME, l'ORS, Comité 21. Et donc forcément, il y avait vraiment beaucoup d'acteurs autour de cette table. L'autre exemple très concret que je peux vous donner, c'est le GT Messery. Donc le GT Messery, le groupe de travail avec le Messery, ça a été exactement ça aussi. C'était un groupe de travail qui a rassemblé beaucoup d'acteurs, d'ailleurs présidé par Jean Jouzel, et on a travaillé sur former et comment uniformiser cette formation des étudiants aux enjeux environnementaux. Et donc ça, c'est un travail à multiples mains, et donc ça montre bien qu'on en est capable, et que heureusement d'ailleurs que ça se fait. Pia Benguigui, un complément du coup sur cette manière de travailler tous ensemble? Oui, je rejoins tout à fait ce qu'Alice a dit. Et en effet, ce groupe de travail présidé par Jean Jouzel au sein du ministère de l'Enseignement supérieur, je pense, est un bon exemple, une bonne illustration de la manière qu'on a de travailler ensemble. Parce qu'au niveau des organisations jeunes, déjà, il y a à la fois Point Éveil Écologique et le RESES, mais aussi la FAGE et l'UNEF, donc des syndicats étudiants qui ne sont pas toujours d'accord sur tout. Et là, on a réussi à tous les quatre
se mettre d'accord et à porter un message commun des étudiants et de la jeunesse. Et donc, c'était vraiment bien de voir qu'on arrivait à porter cette voix ensemble et qu'on se retrouvait sur le fait qu'il faut des formations et qu'aujourd'hui, c'est insuffisant. Et d'ailleurs, le groupe de travail est encore en cours. Là, les travaux ont repris il y a quelques semaines et on va continuer à travailler pour que le ministère, derrière, impulse ces changements-là et aussi pour proposer aux établissements de s'en emparer directement. Et quand vous parlez aux enseignants, c'est quoi le retour que vous avez globalement, hein, bien sûr? Il y a des étudiants déjà qui essaient eux-mêmes de faire changer les choses et qui directement adaptent leurs cours forcément, donc au niveau individuel ou aussi au niveau collectif, qui essaient de parler avec leur administration pour que ça change. Mais peut-être un des retours qu'on a parfois, c'est que c'est pas possible de tout faire soi-même et qu'il y a des barrières plus hautes. Et parfois, si c'est une plaquette qu'il faut changer, là c'est plus compliqué. Il y a des freins qui sont parfois plus hauts où les enseignants eux-mêmes n'ont pas la main. Et puis un des retours, si je peux compléter, c'est assez intéressant cette question parce qu'il y a vraiment eu une mobilisation, par exemple étudiante. Beaucoup d'étudiants de différentes écoles, HEC, Dauphine, AgroParisTech, les mines, ont écrit des lettres ouvertes qui étaient destinées à leurs futurs présidents d'école ou université du coup, ces lettres ouvertes, le message principal, c'était « Formez-nous justement à ces enjeux ». Vous nous dites qu'on est l'élite de demain, mais finalement, on n'est pas parce qu'on n'est pas préparé à ces enjeux-là. Donc ça, c'était cette mobilisation étudiante qui venait de l'interne. Et à la fois, la réponse, et du coup, ça a créé un dialogue avec ses professeurs et ses présidents aussi d'écoles et universités. Il faut savoir quand même que l'université et les grandes écoles ne sont pas forcément organisées de la même façon. L'université, le président ne va pas imposer des programmes aux professeurs. À HEC, par exemple, c'est possible. Enfin, le président peut dire on intègre ces enjeux dans toutes les strates, dans toutes les sphères. Donc, pour le coup, c'est vraiment possible. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut quand même différencier. À Dauphine, c'est aussi la mobilisation des enseignants-chercheurs qui est allée chercher parfois presque plus que celle du président de l'université, parce que c'est eux qui vont pouvoir intégrer dans leurs recherches et pour nous enseigner ensuite ces enjeux environnementaux. Et c'est intégré dans toutes les strates de formation. On n'est pas obligé de faire un master développement durable pour être formé aux enjeux environnementaux. On peut avoir envie de faire de la finance. Moi, j'ai fait un master d'économie-finance à Dauphine. J'ai eu la chance d'avoir des cours sur ces sujets. Toutes les strates, droit, économie, finance, n'ont pas forcément la chance d'avoir ça. Donc, c'est vraiment important de faire cette différence. Christian Depertuis, là, je me tourne vers vous, enseignant. Oui, moi je vais vous dire tout simplement ce que j'essaye de promouvoir à Dauphine. Je pense qu'il faudrait absolument insérer dans le cursus de première ou de deuxième année un enseignement à tous les étudiants pour les bases. Et donc il faudrait qu'il y ait un enseignement de base, peut-être un peu plus large que celui que je donne en 5e année, pour que, effectivement, tout étudiant qui a atteint sa licence à Dauphine ait effectivement entendu parler de façon sérieuse et documentée des questions climatiques. Et j'ai même indiqué au président que je souhaitais que cette matière non seulement soit obligatoire, mais qu'elle soit notée et qu'un étudiant qui n'a pas une note suffisante, ça puisse être un motif de redoublement. Alors, je reconnais que c'est peut-être un petit peu, c'est peut-être pas fun, si vous voulez, mais je peux vous assurer que ça marche. J'imagine. Donc, ça, si vous voulez, et ça, c'est quelque chose, c'est possible. C'est pas facile, mais c'est possible. Personne n'interdit, surtout à Dauphine, puisqu'on a un statut un peu différent des autres universités, personne n'interdit de le faire. Et l'une des difficultés, c'est de se mettre d'accord sur qui fait quoi dans ce cours. Vous voyez, moi, j'ai refusé de le faire. Je pense qu'il faudrait mieux prendre un enseignant qui a ou une enseignante, du reste, qui a 20 ans de moins que moi, si vous voulez. Donc c'est la raison pour laquelle je n'ai pas fait. Je ne voulais pas jouer le rôle d'ancien combattant. Mais ça, je crois que c'est un truc très important. Après, je crois qu'il faut faire très attention. Il faut continuer à produire les meilleurs savoirs dans les disciplines dans lesquelles on est. Il ne faut surtout pas saupoudrer
hein, les questions climatiques et du coup être moins exigeant sur les matières fondamentales, sur les mathématiques, dans les facs de sciences fondamentales, sur la physique, etc. Car ce dont on a besoin, c'est effectivement des citoyens engagés, mais notre rôle fondamental, c'est de former des gens qui ont le meilleur accès aux connaissances nécessaires pour comprendre les enjeux et à partir de cette compréhension, agir efficacement. Guillaume de Smedt, vous voyez des étudiants arriver, donc là je vous parle à Entreprises pour l'environnement, vous voyez des étudiants arriver, vous les recrutez, est-ce qu'ils sont suffisamment armés ou est-ce qu'il faut continuer de les outiller ? Alors, je peux pas parler pour Entreprises pour l'environnement, qui alors, est une pour Air association. Liquide. Voilà, donc je peux vous donner la vision que j'ai du point de vue d'Air Liquide. Oui. Effectivement, on voit arriver alors, de plus en plus d'étudiants qui maîtrisent les enjeux, qui ont compris les questions climatiques, les questions liées à la biodiversité, les questions liées aux ressources minérales, par exemple. L'accès à l'information, c'est quand même énormément démocratisé. Alors, je me rappelle quand moi quand j'ai fini mes études il y a une vingtaine d'années, pour se documenter sur le changement climatique, il fallait quand même lire le rapport du GIEC, alors 90 ou 95, mais c'était quand même assez dense. Aujourd'hui, il y a quand même plus de facilité d'avoir accès. Après, c'est pas nécessairement un savoir qu'aujourd'hui, ce que je comprends, hein, pour l'avoir discuté pour mon ancienne école d'ingénieur, effectivement, on pouvait faire tout un cursus sans jamais être exposé aux questions de changement climatique, de biodiversité. Alors, je vais vous avouer mon ignorance, je ne sais pas si c'est toujours le cas, j'espère que non, mais il y a vraiment cet enjeu d'en faire, là je rejoins vraiment ce que dit Christian, et c'est mon avis très personnel, c'est d'avoir une base en niveau de ce qu'on appelle généralement le tronc commun, quitte à ensuite avoir des spécialisations dans des domaines, et ensuite ça permet d'avoir ces bases, ce tronc commun, cette compréhension des enjeux de la science qu'il y a derrière, de savoir comment on peut l'intégrer dans des spécialités. Effectivement, l'enjeu n'est pas d'avoir des gens qui maîtrisent les enjeux climatiques et qui, derrière, ne maîtrisent pas les techniques de leur métier, en fait, leurs compétences professionnelles, mais c'est nécessaire pour pouvoir les intégrer dans des pratiques de développement de produits, de conception d'offres commerciales, dans la finance. Faire de la finance aujourd'hui sans comprendre les enjeux climatiques et de biodiversité me semble assez difficile, en fait. Donc voilà, c'est un peu ces questions-là que je vois arriver. Et effectivement, on voit les jeunes générations sont beaucoup plus documentées sur ce sujet. Et beaucoup plus exigeantes également vis-à-vis de leur employeur ? Elles sont beaucoup plus exigeantes. Alors après, il y a quand même des diversités géographiques. C'est quand même des sujets aujourd'hui qu'on va probablement voir un peu plus en Europe, même si de par nos activités, on est plus exposé à des populations intéressées par ces sujets. De nouveau, parce qu'on est en fait une entreprise en pointe dans un certain nombre de technologies neutres en carbone. Donc voilà, ça c'est vraiment la vision d'aujourd'hui. Sur le chat, je prends au hasard, personne ne naît bon citoyen, bon démocrate ou bon dirigeant. Cela prend du temps et de l'éducation. C'est Kofi Annan qui le dit, alors il ne l'a pas dit sur le chat malheureusement, mais c'est une citation. La formation des citoyens à l'environnement et à l'écologie est donc primordiale. Sylvain Mondon, je me tourne vers vous. Là, on parle d'un dialogue, un dialogue permanent, un dialogue étudiant-entreprise, étudiant-enseignant, entreprise-enseignant. Il faut qu'il y ait un dialogue également entre la science et l'école et les enseignants. Comment peut-il se déployer correctement ? Quels sont les enjeux pour qu'il se déploie correctement, ce dialogue ? Alors effectivement, il y a un vrai sujet. Alors, il ne faut pas opposer science et société. C'est la science en société. La science fait partie de la société et le sujet, mais qui a été en partie abordé à la table ronde précédente, c'est la formation à l'esprit critique, à la démarche scientifique. Et c'est en fait ces acquis qui se forment très tôt dans le parcours éducatif, dès les premières années à l'école, et ça se prolonge jusque dans le secondaire et dans le supérieur en fonction des filières. Cette démarche scientifique est vraiment essentielle pour conserver un regard critique, un esprit critique par rapport à l'information qui circule, puisqu'aujourd'hui, le sujet, comme vous le disiez précédemment, c'est pas de trouver de la documentation. De la documentation, il y en a beaucoup. Par contre, être capable de s'approprier cette documentation, d'en faire quelque chose
pour influencer l'action, pour s'engager, pour relever le défi. Quand on a envie de relever le défi, aujourd'hui, on peut trouver de la documentation, on peut trouver de la bonne documentation, de la moins bonne documentation, mais faire la part des choses, c'est quelque chose d'important. Alors moi, je fais partie, comme Christian de Pertuis, des anciens combattants de l'enseignement, parce que j'ai été prof à l'École nationale de la météo, je le suis toujours en partie. J'enseigne désormais en sciences de gestion au Conservatoire national des arts et métiers, donc une formation tout au long de la vie. Et on voit que cet esprit scientifique, cette démarche scientifique est vraiment utile quand on cherche à faire ce qu'on doit faire aujourd'hui quand on veut s'engager, et c'est ça qui fera avancer les choses, hein, c'est incorporer les enjeux climatiques dans ses problématiques professionnelles, dans ses activités professionnelles ou dans ses activités personnelles, et si possible les deux. À l'échelle individuelle ou collective. Donc l'enjeu, il est vraiment là. Le faire de manière cohérente, ça nécessite cette maîtrise de la démarche scientifique à différents niveaux. Ça peut être une maîtrise assez superficielle, mais qui reste malgré tout cohérente. Ça peut être une maîtrise en profondeur. Et ce qui permet, par exemple, d'exploiter, quand on veut se saisir du sujet dans son domaine d'activité, qu'on démarre, qu'on soit en formation initiale ou plus tard en situation professionnelle. Quand on veut se saisir du sujet, on va sur le site de l'Institut Pierre-Simon Laplace ou sur le site internet de Météo France, on regarde le dossier changement climatique, on s'approprie les contenus, on s'approprie les projections et on regarde, et c'est ça qui est difficile, vous l'avez souligné, faire le lien entre son activité et le changement climatique. On appelle ça la climato-dépendance. Identifier la climato-dépendance de son activité, faire confiance dans la connaissance scientifique à laquelle on a accès et objectiver finalement en quoi l'action est nécessaire. Alors aujourd'hui, il existe des sites où on peut, des sites comme DRIAS, les futurs du climat, où on peut accéder en fait aux projections climatiques à une échelle de 8 km sur la France pour des paramètres comme la sécheresse des sols par exemple, ou la température, ou les précipitations intenses. Donc, quand on veut se saisir de cette information, donc produite par la communauté des sciences du climat, aujourd'hui tout est là. Quand on est engagé et qu'on a un esprit scientifique, on peut exploiter cette information que produit la communauté climatique, et que je vais quand même citer, hein, c'est des laboratoires comme les laboratoires de l'Institut Pierre-Simon Laplace, du CERFAX ou du CNRM de Météo France qui produit ces informations. On peut aller très loin. Mais pour aller très loin et pas disperser son énergie, puisque l'action est quand même urgente, donc il ne faut pas se disperser. Et pour arriver à aller assez loin, c'est important d'avoir un esprit critique, d'avoir une démarche scientifique solide et de l'avoir acquise très tôt, comme l'a rappelé Éric Guiardi ce matin, et s'appuyer sur des ressources comme celles de l'OCE sont essentielles en fait pour évoluer en confiance avec cette information et s'approprier, incorporer cette information dans des activités qui ont une dépendance au changement climatique, qu'elle soit personnelle ou professionnelle. Merci Sylvain Mondon, d'où l'importance de la médiation également aussi à tout âge. Oui, effectivement, tout ça relève de la médiation scientifique et technique, et cette appropriation via une médiation, elle peut se faire de manière directe, peut se faire aussi de manière indirecte via des enseignements, via des médias, via des médias spécialisés, des médias généralistes. Donc, beaucoup de choses existent aujourd'hui, et pour avoir du discernement par rapport à ça, l'esprit scientifique est vraiment important. Christian de Pertuis, vous me disiez, quand on a échangé avant cette journée, vous me disiez, en 2003, avec Jean Jouzel, vous rêviez d'avoir beaucoup plus d'informations autour de tous ces enjeux, autour de tous ces sujets. Vous imaginiez sans doute pas qu'il y aurait un jour autant d'informations, autant de flux, autant de flots. Il y a 20 000 articles publiés chaque année à peu près sur l'item climat. Et du coup, on se retrouve dans l'effet inverse à se dire mais il faudrait peut-être qu'il y en ait moins. Non, je n'ai pas dit qu'il faudrait qu'il y en ait moins. Non, c'est moi qui l'ai dit. Non, moi je rejoins ce que vient de dire Sylvain. C'est très important. C'est que ce qui compte, c'est d'avoir la capacité d'exploitation, ce flot d'informations. Bon, moi, ce que je voulais vous dire, c'est moins à propos de l'information scientifique
que l'espèce de déferlement d'informations sur le climat dans le monde médiatique et dans le monde politique, si vous voulez. Vous voyez, bon. Et là, je reviens un petit peu en arrière. Effectivement, je me souviens de cette discussion avec Jean. On se disait, bon, c'était en 2003 ou 2004, bon, il faut qu'on fasse vraiment un travail de profondeur pour passer les messages. Et une fois que les messages seront dans la société, assez mécaniquement, la prise de conscience va se faire et l'action va en découler. Vous voyez, bon. Et à l'époque, les étudiants que j'avais étaient beaucoup moins informés que ceux que j'ai aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire qu'il fallait commencer le cours en expliquant de quoi on allait parler. Hein. L'effet de serre, ils ne savaient pas ce que c'était, ils confondaient avec la couche d'ozone. Hein. Et en gros, la première fois où j'ai expliqué au président de Dauphine que je réorientais toute mon activité sur l'économie du changement climatique, il n'a tout simplement pas compris ce que je faisais. Bon. Aujourd'hui, le climat est partout. Et donc, ça nous pose de nouvelles questions. Et je pense que le climat est récupéré. Enfin, vous voyez, n'importe quelle campagne électorale, que ce soit à l'échelle municipale ou à l'échelle nationale, tout le monde vend du climat, si vous voulez. Le vert est partout. Hein. Bon. Le vert est partout, le green est partout. Oui. Bon. Donc, je pense que ça nous pose de nouvelles questions. Oui. Et ces questions ne sont pas simples. Et moi, j'ai deux critères importants dans ma pratique professionnelle, aussi bien vis-à-vis des étudiants à Dauphine qu'à l'extérieur lorsque je fais des conférences. Et le premier critère, c'est pas parce qu'on parle du climat que c'est le café du commerce où chacun peut avoir son opinion. Parce qu'il y a un peu ce côté-là, hein, du fait que maintenant, tout le monde a une idée sur le climat, c'est un peu comme par rapport à l'épidémie. Hein. Vous avez 60 millions d'épidémiologistes en France et 60 millions d'experts climatiques. Donc là, je crois que ce point est très important. Ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent du climat que forcément le niveau de compréhension des enjeux progresse. Et puis, il y a une deuxième observation que je voudrais faire. Et elle est peut-être un tout petit peu pessimiste. Bien évidemment, c'est beaucoup mieux qu'il y ait cette information et ces discussions sur le climat dans la société. Et moi, je suis ravi quand je vois mes petits-enfants qui sont à l'école primaire ou à l'école secondaire qui parlent du climat. Ils savent des trucs que moi, j'ai appris à 50 ans, si vous voulez. Bon, donc, je pense que quand même, il y a un effet de génération très positif. Hein. Ma voisine de gauche en sait beaucoup plus que moi à son âge, que je ne connaissais rien sur le climat. Bon. Mais quand même, voyez-vous, cette déferlante médiatique sur le climat m'inquiète. Parce que l'accord de Paris date quand même de 6 ans. Il y a un autre accord international sur les problèmes globaux, hein, qui est le protocole de Montréal sur la couche d'ozone. Personne n'en parle. Pourquoi est-ce que tout le monde parle du climat et de l'accord de Paris et personne ne parle du protocole de Montréal et de la couche d'ozone? Parce que le protocole de Montréal sur la couche d'ozone fonctionne. Il y a une métrique. Il y a des pénalités pour ceux qui ne respectent pas. Et donc, on a effectivement un dispositif international qui fonctionne. On n'en parle pas. On ne parle jamais aux 20h du train qui arrive à l'heure. On parle aux 20h du train qui arrive en retard. Pire, on parle du train qui se crache. Voyez-vous ? Bon. Et donc, je pense que derrière cette déferlante d'informations sur le climat, il y a quelque chose de très inquiétant, c'est qu'en réalité, ce n'est pas parce qu'on parle plus du climat que les actions que nous conduisons et l'organisation des traités internationaux fonctionnent bien. Et ceci doit nous faire réfléchir. Cela m'appelle à une question toute simple, avec réponse toute simple. Vous tous, face à ce flot d'informations, comment vous arrivez à discerner l'information de confiance? Comment vous arrivez à vous concentrer, à concentrer votre attention sur le train qui arrive à l'heure, plutôt que le train qui n'arrive pas, ou on s'en fiche, de toute façon, il n'est pas là. Le train qui arrive à l'heure. Pia Benguigui, est-ce que vous avez des petits trucs et astuces pour y voir clair dans ce flot d'informations souvent négatives?
Oui, c'est vrai que c'est pas facile toujours d'y voir clair, mais après, je pense que c'est en écoutant la parole scientifique qui, de manière générale, est quand même assez unanime sur les effets des activités humaines sur le changement climatique et sur l'état de la planète, qu'on arrive à se faire une opinion très vite. Et les médias généralistes ou même les médias spécialisés en parlent généralement. Et pour moi, le problème, c'est pas vraiment au niveau de l'information qu'on nous donne, mais c'est plus en effet que derrière, il n'y a pas d'actions qui sont mises en place. Donc je pense qu'il y a un grand niveau de sensibilisation aujourd'hui en France ou dans le monde, mais c'est peut-être au niveau de la prise de conscience où là, c'est pas encore le cas et on n'a pas franchi l'étape de il y a un problème, tout le monde a plus ou moins conscience ou est sensibilisé au fait qu'il y a un problème, mais il n'y a pas les actions derrière qui sont mises en place. Donc c'est plus à ce niveau-là, pour moi, qu'il y a un problème qu'au niveau de l'information scientifique ou de l'information générale. Guillaume de Smet? Alors, j'ai pas de truc et astuce, hein, je suis désolé. Effectivement, moi, pour les questions sur les enjeux scientifiques, je vais même plutôt, de par ma formation, plutôt me tourner vers des publications scientifiques, type le GIEC, l'IPBES ou des choses comme ça. Juste ça. Mais ça, c'est vraiment pour les enjeux qui, pour moi, d'une certaine manière, sont quand même bien connus. Le sujet aujourd'hui est vraiment comment on s'engage dans l'action, comment on agit. Et là, je pense qu'il y a une différence fondamentale entre les aspects climat et le protocole de Montréal. Le protocole de Montréal touche une partie relativement mineure de l'économie. Les questions carbone touchent une transformation de l'économie tout entière, qui est quand même aujourd'hui très structurée sur un approvisionnement fossile, qui a ses avantages, qui a un inconvénient majeur, le CO2, qui a des avantages en termes de praticité, et qui est le système économique et industriel est très articulé là-dessus. Derrière, c'est-à-dire qu'en amont, dans le système énergétique et industriel, on a quand même des infrastructures dont l'investissement, la construction, la mise en œuvre, etc., prend énormément de temps, qui sont généralement des investissements assez capitalistiques, donc nécessitent une manière de gérer les risques. Et c'est ce qu'on voit, enfin moi c'est ce que je vois en développant un peu les trajectoires carbone et les actions, on s'aperçoit qu'on sait exactement ce qu'on peut faire en tant qu'entreprise industrielle, que par contre, notre trajectoire dépend crucialement de la trajectoire d'autres acteurs ou de cadres politiques. Je vais prendre un exemple assez simple, un peu éloigné du gaz industriel. Tous les scénarios disent qu'il faut massifier les sources d'énergie renouvelables type éolien et solaire. Et je pense que là, il y a un consensus très fort que le système énergétique de demain reposera sur une part majeure d'énergie renouvelable intermittente. On peut discuter, alors là il y a tout plein de discussions, est-ce que c'est 60%, 90%, 98%, mais tout le monde est d'accord qu'il faut massifier. Derrière, on s'aperçoit que dans un certain nombre de pays, les marchés électriques ne sont pas aujourd'hui organisés pour permettre cette massification de l'investissement, puisque les mégawattheures renouvelables éoliens et solaires ne viendront que parce que j'aurai eu des investissements massifs dans des sources de production qui eux-mêmes auront été rendus possibles, que quelqu'un aura financé, qui auront un débouché, un marché, et donc qui arriveront sur un marché de l'électricité qui sera structuré pour permettre ces investissements. Et donc aujourd'hui, pour moi, l'enjeu, il est dans la transformation de tous ces processus qui permettent l'action de chacun des acteurs, avec une difficulté qui est la coordination de tous ces acteurs. Et donc d'avoir des cadres politiques, réglementaires, prévisibles, stables, à long terme. Donc, à mon avis, c'est vraiment ça. Et donc, sur la partie des bases, c'est un peu ce que je disais, hein, les bases du changement climatique, c'est le sous-jacent pour comprendre les enjeux. Et ensuite, se préparer à l'action qui nécessite de comprendre les différents systèmes, que ce soit énergétiques ou industriels. Alice Pégorier, vous n'éprouvez pas un vertige face à toutes ces informations ? Si, je pense que j'éprouve un vertige parfois. Et à la fois, je pense qu'une réponse, c'est aussi parfois de savoir dire « je ne sais pas ». Et je pense qu'aujourd'hui, c'est très difficile de dire je ne sais pas, je ne comprends pas. Et du coup, de pouvoir se tourner aussi vers les personnes qui savent, qui comprennent. Et donc, dans mon cas, en tout cas, ça fait partie du corps professoral, par exemple. Mais il n'y a pas que ça. Et le MOOC C3D, sur lequel on a beaucoup travaillé avec le collectif Point écologique, ça a été aussi l'essence de cette question, finalement, rassembler un flot d'informations, le concentrer sur un MOOC accessible pour des salariés en entreprise, mais aussi pour des étudiants, et finalement de simplifier, on va dire, ces enjeux pour donner des réponses concrètes. Parce que ce qui est très difficile, c'est saisir les enjeux. Je pense qu'effectivement, il y a quand même une formation sur ce niveau-là. Je rejoins Christian Deperture sur cette question qui a beaucoup augmenté. Par contre, les réponses concrètes derrière, c'est pas vraiment évident.
Je vais prendre une question juste sur le chat. Une partie de questions, parce que c'est un peu le problème de l'œuf et la poule. Les citoyens doivent-ils attendre les décisions politiques? Voilà. Donc là, ça nous renvoie aussi à une autre question d'ailleurs, que je mets dans le même panier. Ne faut-il pas que les grandes écoles de la haute fonction publique de type ENA intègrent le développement durable dans leur formation? Il s'agit bien souvent des décideurs de demain, oui, bien souvent. Qui veut s'emparer de cette question? Les citoyens doivent-ils attendre les décisions politiques? Je veux bien me lancer dessus. Allez, je pense que, très honnêtement, non. Et pour le coup, c'est vraiment du terrain et du vécu pour avoir cette réponse-là. On échange beaucoup avec Point écologique. On est très sollicité par des politiques justement sur ces questions par rapport aux étudiants, mais aussi vis-à-vis de notre dialogue avec les entreprises qu'on a réussi à établir. Et finalement, on voit que pour le coup, en étant étudiant, on arrive à leur apprendre beaucoup de choses. Ça peut paraître très prétentieux. Malheureusement, j'aimerais ne pas pouvoir dire ça aujourd'hui et qu'eux m'en apprennent beaucoup aussi. Ces rapports sectoriels qu'on a faits, c'est vraiment l'évidence et la preuve irréfutable de ça. On a apporté le questionnaire, enfin le rapport sur l'automobile. Finalement, c'était une découverte pour eux de toutes les analyses et les constatations qu'on pouvait faire. Donc voilà, je pense que pour le coup, là-dessus, c'est vraiment un rapport de force qu'on peut faire même quand on est étudiant. Donc il ne faut pas attendre d'être expert sur un sujet pour pouvoir aller pour pouvoir agir. Et effectivement, on a parlé également ce matin notamment de la culture, du manque de culture scientifique de nos décideurs, des décideurs. Donc à un moment, il ne faut pas attendre. Christian Depertuis attendre quoi? Non, il faut évidemment influencer les politiques et essayer de les orienter dans la bonne direction. Bon, moi, la question me renvoie plus personnellement au rôle de l'économiste par rapport aux politiques, hein, qui est assez compliqué, puisque j'ai une petite expérience en la matière sur la fiscalité carbone, qui est peut-être pas la chose la plus consensuelle dans ce pays en matière d'action climatique. Bon. Et mon expérience, c'est que elle est double. La première, c'est que je me refuse à faire du politique bashing systématique, si vous voulez, parce que je crois que quelque part, le politique est aussi le reflet des citoyens, si vous voulez. Donc je ne pense pas qu'il y a d'un côté des politiques ignares qui n'ont aucune culture scientifique, et puis de l'autre côté des citoyens. Bon, je pense que c'est un peu plus quand même compliqué que ça. Moi, ce que j'ai vu dans ma pratique, c'est que les politiques vous courtisent beaucoup quand ils ont besoin de vous. Et puis, quand ils n'ont plus besoin de vous, tout simplement, vous n'existez plus. Et que les diagnostics, moi c'est vraiment ma connaissance plus précise hein, sur la tarification carbone et la taxe carbone ou les marchés de quotas. Bon, je vois bien que c'est pareil au niveau européen pour les marchés de quotas. Hein. C'est-à-dire que je suis utilisé et consulté quand on a besoin. Et puis, quand on n'a plus besoin, on débranche tout de suite. Vous voyez. Donc, c'est très difficile parce qu'il n'y a pas cette continuité qu'il faudrait avoir, je crois, dans le rapport dans la prise de décision politique avec le monde de l'expertise économique. C'est tout ce que c'est vraiment le reflet de ma pratique, mais on ne peut pas non plus dire que la science économique n'est pas vraiment à mettre sur le même plan que les sciences fondamentales sur le climat. Sylvain Mondon, là, ça nous renvoie à l'idée de dialogue, toujours. Ce dialogue doit être là très, très soutenu, très, très régulier entre les citoyens, les politiques, les scientifiques. Oui, bah je reprendrai l'image qui a été utilisée ce matin. On a vu la science en action pratiquement au jour le jour avec la crise pandémique. Hein. Qu'est-ce que c'est que ce virus? Comment il se propage? Comment on lutte contre? Comment on se protège? Avec des conclusions qui oscillent, puis qui convergent avec des hypothèses. On a vu la science en marche. Le climat, c'est aussi c'est aussi de la science en marche pour partie. Alors, il y a malgré tout beaucoup de choses qu'on sait déjà et sur lesquelles on peut s'appuyer et on ne peut pas s'abriter derrière l'incertitude ou l'absence éventuelle de décision pour ne pas agir. On peut déjà faire beaucoup de choses. Attendre, c'est plus le moment. Et finalement, ça rejoint la question de la journée. Hein. Pourquoi former, éduquer au changement climatique? Pourquoi? Parce qu'en fait, on est aujourd'hui les derniers à pouvoir avoir pu ne pas agir, si vous voulez, mais les prochains ne pourront plus. L'option n'est plus possible. Donc c'est maintenant. Attendre, c'est plus un mot qui est utilisé dans le contexte actuel. Si on lit le rapport du GIEC SR 1.5, c'est vraiment la seule conclusion. S'il n'y a qu'une conclusion à retenir, c'est ça.
c'est que attendre, ça n'est plus possible. Ça ne va pas se résoudre tout seul. Et il faut vraiment s'engager pour y arriver. Donc au niveau politique, c'est sûr, au niveau des citoyens, c'est sûr, au niveau des entreprises, c'est sûr aussi. C'est la conjonction et la fédération de toutes ces influences qui fera que le défi sera relevé ou pas. Mais ça ne se fera pas tout seul et ça ne se fera pas en attendant. En attendant quoi d'ailleurs on peut espérer une éruption volcanique géante qui réduirait la température de la Terre, mais même ça ne durerait sans doute pas assez longtemps. Donc, la question ne se pose pas. Enfin, faut pas attendre. Faut attendre. Il faut s'y mettre, quoi. Et je rejoins complètement donc les représentants des étudiants qui sont ici. Hein. Cette génération a été sensibilisée, elle le sait, et maintenant il faut y aller. Guillaume de Smet, cette question que j'ai prise sur le chat, les citoyens doivent-ils attendre les décisions politiques? On pourrait aussi, les décideurs, ils ne sont pas que politiques, ils sont aussi les décideurs des entreprises, en gros, donc forcément je me tourne vers vous. C'est une facilité. Comment se passe ce dialogue, comment doit se passer ce dialogue entre les citoyens et les décideurs du monde de l'entreprise pour actionner la transition, pour actionner le changement? Alors, je vais commencer par la version la plus simpliste des choses. C'est le citoyen comme, on va dire, consommateur au sens large de biens, de services, qui va, d'une certaine manière, créer la demande. Et c'est vraiment l'enjeu. C'est-à-dire, quand je projette les entreprises en 2050, quand l'étude ZEN de PE projette le monde en 2050, en fait, on est dans un monde bas carbone qui continue à fonctionner avec une économie, avec des entreprises qui fournissent des biens et des services à des consommateurs. Et donc, il y a ce changement de demande qui va être drivé par un changement de comportement qui va apporter une demande pour des produits bas carbone, pour des produits plus respectueux de l'environnement, dont aujourd'hui, et c'est un des sujets, c'est-à-dire aujourd'hui, il y a un surcoût pour ces productions parce qu'elles doivent s'insérer dans des marchés sur lesquels on n'a pas nécessairement ce qu'on appelle un level playing field. Donc il y a tous ces enjeux de structure de marché, de structure d'émergence d'une demande de produits bas carbone qui est le premier signal en fait d'une certaine manière pour une entreprise. Ensuite, il y a un certain nombre de canaux, et donc en tant qu'entreprise ou en tant qu'entreprise, par exemple, on participe à Entreprise pour l'environnement, qui a des échanges avec d'autres associations, avec des ONG. Je crois que pour un réveil écologique qui était venu à un petit déjeuner, on organise des petits déjeuners avec des dirigeants d'entreprise pour partager sur la manière dont l'environnement influence les stratégies d'entreprise et rentre dans les stratégies d'entreprise. Donc on a ce dialogue en fait avec les autres composants de la société civile. Il y a des outils également qui existent, comme la matrice de matérialité, qui est un moyen en fait, qu'une entreprise a d'entrer dans un dialogue avec beaucoup de parties prenantes externes. Alors, une partie de parties prenantes qui vont être des clients, des fournisseurs, mais également des experts ou des citoyens moins directement impliqués, mais qui consomment les produits de l'entreprise. Pour construire en fait, la matrice de matérialité, c'est les enjeux perçus par les différentes parties prenantes. Ça permet de cartographier en fait, pour une entreprise comment ces parties prenantes, ces différentes parties prenantes, classifient les enjeux qui vont de la biodiversité, l'économie circulaire, le changement climatique, l'adaptation au changement climatique, les ressources en eau, et de positionner ça en termes de criticité, d'importance, etc. Et donc de recevoir l'information sur où est-ce que je suis attendu par mes parties prenantes. Donc voilà, donc c'est un exemple, hein, mais il y a pas mal d'outils à disposition qu'on utilise en tant qu'entreprise pour avoir ce dialogue avec nos parties prenantes. Pierre Benguigui, ce dialogue avec les parties prenantes, vous dialoguez aussi avec les décideurs, qu'ils soient politiques, qu'ils soient dans le monde de l'entreprise. Ça se passe bien, ça se passe sereinement, vous vous sentez écouté? On se sent écouté d'une certaine manière, on est entendu, écouté, je ne sais pas, parce que comme Sylvain disait, notamment, on n'a pas le temps d'attendre des actions, enfin, on ne peut pas attendre encore et toujours que le politique agisse, qui aujourd'hui ne fait pas ou largement pas assez. Et donc, en effet, nous, en tant qu'association, on essaye de pousser pour qu'il y ait de l'action derrière, et dans le dialogue, on demande de l'action forcément qui n'arrive pas ou peu, parce qu'il y a aussi tout un tas de blocages et parce qu'on est bien face à un problème systémique et structurel qui nécessite des changements globaux dans nos modèles de société. Et donc, évidemment, si il ne faut pas attendre et donc il faut agir de nous-mêmes, l'action juste citoyenne ou l'action individuelle ne peut pas suffire à résoudre les problèmes, et donc il faut aussi une action politique derrière qu'on demande. Et sur est-ce qu'on est écouté, pour moi pas assez aujourd'hui et pas à la hauteur des enjeux, parce que
évidemment qu'il y a des actions qui sont prises et que tous les discours, que ce soit au niveau des médias, au niveau des politiques, au niveau des entreprises, se verdissent et prennent ça en compte, en tout cas dans leur communication, dans les actions derrière et dans les activités, non, c'est évidemment encore largement insuffisant. Merci Pia. Je prends une question sur le chat. Faites-vous le lien entre vos actions et la participation citoyenne, voire la transition démocratique? Si oui, comment? C'est sans doute le levier principal pour former des citoyens engagés. Pia, vous voulez rebondir sur cette question? J'ai raté un tout petit bout de la question. Je crois que c'était le milieu de la question, désolé. Faites-vous le lien entre vos actions et la participation citoyenne et démocratique? Si oui, comment? C'est sans doute le levier principal pour former des citoyens engagés. Oui, évidemment qu'on fait le lien et je pense que la Convention citoyenne pour le climat qui avait été organisée en 2019-2020 a bien montré ça et a montré aussi que l'écologie n'est pas faite contre les citoyens et qu'on peut intégrer les citoyens et arriver à des propositions d'action qui sont ambitieuses et qui sont d'une certaine manière radicales. Et là, c'est bien le politique derrière qui n'a pas agi et le gouvernement qui n'a pas repris ces propositions-là. Donc il y a évidemment des liens à faire. Parce que aussi, si on veut faire une transition écologique, il faut que les citoyens et les citoyennes prennent conscience de ça, et ça, c'est via la formation, et aussi qu'ils acceptent de faire des changements au niveau individuel, au niveau collectif. Donc évidemment que ça doit être fait avec les citoyens et pour les citoyens et citoyennes. Alice Pégorier, peut-être aussi la question pourrait peut-être s'adresser également à vous. Faites-vous le lien entre vos actions et la participation citoyenne dans le cadre d'une sorte de démocratie permanente? Oui, on fait le lien, tout à fait. Je pense aussi que 2022 va être un moment très, très, très important, justement, pour faire ce lien. Donc oui, le lien est tout à fait possible. Après, je pense que la Convention citoyenne a réveillé quelque chose, je pense, au niveau des citoyens au sens large. Et je pense que ça a aussi rendu la chose un peu moins noble, et je pense que c'est ce dont on avait besoin. Et donc ça, c'est quelque chose de très précieux qu'il ne faut pas du tout casser. Et donc 2022, là-dessus, va être très important, en tout cas. Moins noble au sens réservé à une certaine élite. C'est ça, exactement. Ouais, ce sont des sujets que tout le monde doit aborder. Que tout le monde doit aborder, que tout le monde peut aborder, surtout. Et tout le monde peut comprendre ces enjeux-là facilement. Donc c'est accessible et à la portée de tous. Sylvain Mandon, il y a sans doute une question qui pourrait peut-être s'adresser à vous sur le chat. Ne doit-on pas plus valoriser la médiation scientifique réalisée par les chercheurs auprès du grand public? Aujourd'hui, peu de scientifiques s'engagent dans ces actions car c'est souvent vu comme une perte de temps, dévalorisant et non considéré dans leurs évaluations. Donc là, il y a plusieurs sujets dans la question autour de l'évaluation du scientifique, oui, de son parcours, mais aussi de la valorisation de la médiation auprès du grand public. Alors effectivement, il y a plusieurs sujets, mais il y a plein de contre-exemples aussi. Je pense notamment aux messagers du climat que certains ont peut-être croisés dans des gares avec l'appui de la SNCF et de Météo Climat qui a sillonné la France et même qui a été répliqué également au Maroc. J'ai eu la chance de visiter le train du climat au Maroc avec Jean Jouzel, animé par des scientifiques qui vont porter le discours au plus près des citoyens, des particuliers, jusque dans les gares. Donc c'est quand même quelque chose assez significatif. Effectivement, c'est peut-être pas valorisé en termes d'évaluation. Par contre, on a affaire à une communauté de recherche engagée, donc des chercheurs qui s'engagent dans la médiation. Alors Météo Climat fait également cet effort-là, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. L'Office for Climate Education, c'est aussi sa raison d'être, c'est la médiation vers le système éducatif. Donc, même si c'est pas valorisé ou pas suffisamment valorisé, il y a beaucoup d'actions. Il y a aussi des publications de médiation, de vulgarisation scientifique. Et il y a aussi une presse spécialisée qui fait de la médiation scientifique sur le climat. Alors la formation qui a été citée aussi tout à l'heure sur des journalistes a eu lieu en 2015, par exemple, à l'initiative du ministère de l'Environnement, qui a invité les chercheurs, les auteurs du GIEC, à venir former les journalistes avant la publication du GIEC pour permettre à la presse, pas pour dicter les messages, pas du tout, mais pour permettre à la presse d'absorber les publications qui allaient arriver et d'en faire de la matière pour publier, pour s'approprier l'information scientifique qui n'est pas facile. S'approprier l'information scientifique, ça demande un effort. C'est pas immédiat.
C'est pas immédiat. Il y a plusieurs manières de rendre cet effort accessible. La première, c'est de maîtriser la maîtrise de la démarche scientifique. Ça rend cet effort plus facile. Mais il y a aussi comparer, par exemple, ce qu'on connaît à ce qui peut se passer. Hein. C'est ce que font les sites, par exemple, qui s'appelle le Climat HD pour hier et demain, où on peut comparer en fait les séries climatiques du passé, les températures qui ont eu lieu sur la France, et comparer cette série de températures à celles qui sont projetées dans le futur. Et c'est là qu'on voit qu'un climat à plus 1,5 degré, plus 2 degrés, ben, ce n'est pas du tout neutre. Ça change beaucoup de choses. Ça change la fréquence la fréquence des vagues de chaleur, des canicules, et pas seulement des records, hein, mais l'extension, la durée. Donc c'est comme ça aussi qu'on peut rentrer dans le sujet, puisque c'était la question aussi tout à l'heure. Rentrer dans le sujet, ça peut demander un accompagnement à travers de la médiation par les chercheurs, mais quand on a un minimum de culture scientifique avec des sites comme Climat HD de Météo France, on peut rentrer dans le sujet en s'appuyant sur ce qu'on connaît. Ce qu'on connaît, c'est le climat qu'on est en train de vivre aujourd'hui, et on peut comparer ça de manière critique avec les projections climatiques. Et c'est là qu'on s'aperçoit de manière très simple, hein, sur la sécheresse des sols au niveau de la métropole. On s'aperçoit qu'à échéance 50 ans, une année moyenne, c'est l'équivalent de l'ensemble des années records d'aujourd'hui. Donc ça veut dire que la sécheresse des sols dans 50 ans, c'est comme si on battait tous les records d'aujourd'hui, tous les jours. Ce qui est très parlant pour les gens qui ont des activités en extérieur, pour notamment, je pense, aux activités agricoles, mais pas seulement. Donc on peut rentrer dans le sujet de différentes manières, en étant accompagné par des scientifiques du climat, c'est très bien. Par des scientifiques de l'économie du climat, quand on est une entreprise, c'est encore mieux. Mais on peut aussi rentrer avec des associations comme Météo Climat qui font un travail formidable depuis de nombreuses années. Merci Sylvain Mandon. Cette formation pour les journalistes, cette formation pour les médias, peut-être qu'il faut la faire à chaque fois qu'il y a non seulement un rapport, mais aussi les sous-rapports, etc., etc. Il faut le faire en permanence, finalement. C'est comme l'éducation, ça s'arrête jamais, c'est tout au long de la vie, et c'est aussi c'est ce qui me ramène encore une fois à la démarche scientifique. Quand on maîtrise la démarche scientifique, on peut se former tout au long de sa vie avec des éléments solides, remettre en question ce qu'on a appris, le moduler, l'améliorer, compléter. Mais effectivement, l'éducation, la formation, ça s'arrête jamais. C'est un esprit critique qui s'entretient, et la science est vivante, la science évolue, la connaissance aussi, et ce qu'on peut en faire prend des dimensions très importantes quand on arrive à s'approprier la science qui évolue. Merci Sylvain Mandon. Alors, là, il nous reste peu de temps. Et vous me connaissez, j'aime bien partir avec ma besace remplie avec des petits trucs et astuces. Bon, je sais, c'est parfois assez simpliste, du coup, ça marche pas à tous les coups. Mais quelles seraient vos pistes d'action, vos pistes d'espérance également, pour arriver à prendre en tenaille chaque partie prenante pour provoquer un effet d'emballement vers cette transition. Par où on commence, Guillaume de Smet? Alors, je vais essayer de répondre. Et donc en 30 secondes chacun. Évidemment. Non, je pense que c'est de partager une vision du futur et de savoir où est-ce qu'on veut aller, puisqu'on est quand même sur un enjeu où il faut que tout le monde aille en même temps dans la même direction et accélère dans la même direction. Et donc d'arriver à cristalliser une vision d'un futur neutre en carbone désirable. Pour le citoyen, pour les gouvernements, pour les entreprises, afin que toutes les parties prenantes avancent dans la même direction, à la bonne vitesse. Pierre Benguigui, même question, même tempo, 30 secondes. Même question très simple. Non, pour continuer à avancer là-dessus, je pense qu'il faut continuer à pousser dans cette direction et peut-être pousser le plus possible ensemble. Et donc pour ça, s'écouter les uns les autres et dialoguer ensemble. Les personnes qui ont bien conscience qu'il faut un changement global, essayer de travailler le plus possible ensemble pour derrière agir sur le politique, sur les entreprises et sur la société de manière générale. Merci Pia. Christian de Pertuis. Pour moi, si vous voulez, c'est l'économiste qui revient. Donc, ce qui est fondamental, c'est d'intégrer dans nos décisions, que ce soit nos décisions individuelles ou nos décisions collectives, la valeur du climat et la valeur de la biodiversité dans nos décisions. Et ça veut dire que le système de référence, les prix qu'on utilise ne sont pas adaptés aujourd'hui. Et donc, il faut qu'on intègre véritablement
la valeur du climat, la valeur de la biodiversité dans les prix. Au plan politique, ça veut évidemment dire tarifer le carbone, et au plan des entreprises ou des organisations citoyennes, ça veut dire aussi avoir en tête que dans nos décisions quotidiennes, nous impactons le changement climatique et qu'il faut donner une valeur aux dommages que nous créons, une valeur positive chaque fois que nous réduisons les émissions et que nous allons dans le bon sens. Et j'ai confiance que la nouvelle génération est en train véritablement de nous dire qu'elle comprend ces choses-là beaucoup plus tôt que nous ne les avons comprises. Sylvain Mondon. Oui, ben moi, pour passer à l'échelle, eh ben, changeons de génération, allons-y. Ouais. Engagez-vous, engageons-nous. Engageons-nous à nous former. Engageons-nous, formons-nous, Alice Pégorier, ça reprend un peu votre slogan quelque part. Oui, tout à fait. Je pense que pour répondre rapidement à la question, il ne faut pas avoir peur effectivement de dire non à une route qui est toute tracée. En tout cas, je parle en tant qu'étudiante voilà, de grande école où on peut se dire j'irai travailler dans des Big Four ou quoi. Donc ça, c'est important de ne pas avoir peur de ça. Et je pense que deuxièmement, et là je vais rejoindre Christian Depertuis, il y a effectivement tout un enjeu autour de la comptabilité écologique qui est très très fort, et ça pour le coup c'est un outil qui est le plus concret possible et qui intègre effectivement tous ces impacts environnementaux comme une dette dans la comptabilité de l'entreprise, et pour le coup ça c'est on ne peut plus concret pour voir les effets de notre activité aujourd'hui. Je vous taquine, les étudiants pour un réveil écologique sont prêts à payer le vrai prix des choses ? Je vous taquine parce que là on rouvre un autre chapitre, pardon. Merci beaucoup, merci d'avoir participé à cette conversation. On a ouvert pas mal de sujets. Merci à vous pour vos questions derrière votre écran. Elles seront toutes traitées. Il y a des questions très très pratico-pratiques sur des sources, sur des éléments bibliographiques. Vous les retrouverez tous sur météoclimat.fr. On se retrouve dans très très peu de temps avec Pierre Léna pour conclure cette journée, puis après avec Jean-Michel Blanquer pour la clôture officielle de cette journée météo-climat. À tout de suite.